Je vais reprendre l'exposé du modèle ASAD. Je vous rappelle très rapidement comment je suis arrivé à ce point. J'ai introduit un modèle général, un schéma général d'une économie fermée, dans lequel il y a des équations comptables et des équations de comportement. J'ai passé du temps pour exposer la manière dont je prévoyais de déterminer le modèle, c'est-à-dire, c'est simplement le décompte des équations, c'est-à-dire, je me suis demandé comment j'allais fermer le modèle, comment j'allais le déterminer. Et ceci m'a amené évidemment à rajouter des équations de comportement, ce qui est essentiel, sans quoi il n'y aurait pas de macroéconomie. J'ai introduit deux relations de comportement, l'absorption et la demande de monnaie, et sur le dernier degré de liberté, j'ai été pris d'une hésitation et j'ai considéré trois options. Première option, la première option consistait à introduire une variable exogène, à exogénéiser une variable. Et j'ai choisi la production. Et cette hypothèse de travail fait apparaître un régime particulier, donc un cas particulier du modèle, qui est le régime classique. Deuxième option, j'ai exogénéisé le niveau général des prix et j'ai à nouveau réintroduit la production parmi les variables endogènes. Et ce cas particulier, cette hypothèse particulière, me fait apparaître un autre régime, qui est un régime de prix fixe, et ce régime n'est autre que le modèle ISLM. On reconnaît le modèle ISLM. Donc ce sont deux cas particuliers extrêmes. Et puis, on peut dire un certain nombre de choses sur ces deux cas particuliers. Ce sont des cas intéressants, puisqu'on retrouve les deux grandes théories qui sont à l'origine de la macroéconomie, le modèle classique et le modèle keynésien. Et puis, évidemment, je me suis senti très insatisfait parce que j'étais un peu placé devant le choix soit d'avoir la production exogène, donc de ne pas pouvoir parler du chômage, soit d'avoir les prix exogènes, et par conséquent de ne pas pouvoir parler de variation de prix et implicitement d'inflation. Encore que ce n'est pas vraiment la notion d'inflation que je vais introduire ici. La notion d'inflation, il faudra attendre le second chapitre pour pouvoir la formuler correctement. Mais enfin, en tout cas, la variation des prix. Donc je me suis senti insatisfait et j'ai considéré la troisième option qui est l'introduction d'une relation supplémentaire dans laquelle il y a des éléments de comportement. Cette relation supplémentaire, cette troisième relation, c'est la courbe d'offres agrégée et je vais maintenant exposer ce concept en détail. Alors je vous ai dit que il était temps maintenant d'introduire une formalisation de la partie offre de mon économie et j'ai terminé la section précédente en précisant ce qu'était la demande globale, ce qui m'a permis de définir les politiques de demande. Pour aller plus loin, pour ouvrir une nouvelle porte, il faut rajouter quelque chose, il faut mettre quelque chose de plus dans le modèle en termes de comportement économique. Ces comportements économiques que je vais maintenant introduire et dont j'ai déjà parlé la dernière fois, très sommairement, ce sont des comportements d'offre qui concernent la partie offre de l'économie. Ce sont respectivement la fonction de production, ça c'est une réalité technologique, la demande de travail
des entreprises et l'offre de travail des ménages. Et je vais combiner ces trois éléments pour faire apparaître une relation entre Y et P. Je vous ai dit que, en ce qui concerne la fonction de production, il n'y avait pratiquement rien à dire. J'ai juste fait l'hypothèse qu'il s'agit d'une fonction croissante, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente la quantité de travail, ça augmente la production. Donc ça ne fait aucune difficulté. Je n'ai pas fait spécifiquement ici une hypothèse de fonction néoclassique, mais c'est juste une fonction croissante de la quantité de travail introduite dans le processus de production. Donc Y', la dérivée de Y par rapport à N, est positive. Attention, cette fonction de production, elle est, disons, compacte. Elle est compacte. J'ai éliminé tout ce qui ne varie pas. C'est-à-dire que j'ai en particulier éliminé le capital, puisque j'ai supposé que le capital était donné et fixe pendant la période qui m'intéresse. C'est un modèle à une période, et je suppose qu'au début de la période, le capital est donné, et il ne changera pas au cours de la période. Si vous voulez, c'est une vision de court terme. Donc, voilà cette fonction de production. La demande de travail des entreprises, j'ai, en m'appuyant sur des résultats microéconomiques qui sont relativement robustes, qui sont même très robustes en l'occurrence, j'ai retenu l'hypothèse que la fonction d'une fonction de travail qui exprime la quantité de travail demandée par les entreprises comme une fonction décroissante du salaire réel. Ce qu'on écrit souvent à l'envers, là je m'en tiens à la tradition, on écrit cela, phi de n égale W sur P, ce qui est en réalité l'inverse de la fonction de demande, mais peu importe, où la dérivée de phi prime, est négative. Je vous rappelle une dernière fois que si une fonction donnée est croissante, son inverse est croissante. Donc si vous voulez, la dérivée de la fonction inverse de phi a le même signe que la dérivée de phi. Dernier point un peu plus délicat, l'offre de travail des ménages. Ça, c'est une question assez délicate qui occupe beaucoup les spécialistes de labor economics. Et donc, disons, les informations que l'on peut avoir tirées de la microéconomie sont un peu plus fragiles que dans d'autres cas. Pas plus fragiles, plus ambiguës que dans d'autres cas. Je retiens l'hypothèse que l'offre de travail des ménages est une fonction croissante du pouvoir d'achat espéré des salaires, et cette hypothèse que j'exprime avec une phrase pleine de contournements et de circonvolutions, elle reflète tout à fait la difficulté qu'on a à appréhender cette question de l'offre de travail des ménages. Pour gagner du temps, je ne vais pas développer complètement les arguments concernant le fondement microéconomique de l'offre de travail. Je ne vais pas le faire en séance. Je vous le proposerai à travers une petite vidéo, ce qui nous permettra d'avancer un tout petit peu plus vite. Je vais juste donner quelques indications qui vont vous permettre de comprendre tout de suite qu'est-ce qu'il y a derrière cette formulation où j'écris qu'il y a une relation psi de n égale W sur P à la puissance θ pour représenter l'offre de travail. Donc je ne vais pas développer complètement le fondement microéconomique, vous le retrouverez dans une vidéo que je posterai dans la semaine. Pour résumer l'argument, en fait,
je voudrais dire les choses suivantes. Le marché du travail, ce n'est pas un marché comme les autres, c'est un marché très complexe, parce que le travail n'est pas une marchandise comme une autre. Et on ne peut pas se contenter de reprendre purement et simplement l'idée qu'il y a une offre, une demande très simple, comme dans le marché des biens, avec des prix qui ajustent l'offre et la demande. La question de l'ajustement du marché du travail par des variations du salaire, et notamment par des variations du salaire réel, est une question extrêmement complexe. On peut passer vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et je ne vais pas le faire, hein, mais on peut passer beaucoup de temps là-dessus. Simplement, je suis obligé de tenir compte de cette discussion parce que, précisément, je vais introduire dans la spécification que je retiens pour l'offre de travail des éléments qui reflètent cette discussion, qui sont tirés de cette discussion. Alors la première chose qu'il faut dire sur ce marché du travail, c'est que d'abord, le calcul des agents est en termes réels. C'est-à-dire que ce qui intéresse la firme, c'est le salaire réel, ce n'est pas le salaire nominal. C'est du côté de la demande de travail. Du côté de l'offre de travail, ce qui intéresse l'individu ou le ménage, ce n'est pas le chiffre qu'il y a en bas de la feuille de paye, mais c'est ce qu'il va pouvoir acquérir avec la somme qui est indiquée au bas de la feuille de paye ou dans le contrat qui le lie à son employeur. Donc c'est un calcul en termes réels. Alors prenons le cas de l'offre, c'est là que vraiment il y a une difficulté, l'offre de travail. Je vous rappelle qu'on parle de l'offre de travail des ménages. Là, j'ai déjà commenté cette difficulté. L'individu offre son travail, son temps de travail à l'entreprise et l'entreprise est évidemment en position de demande de ce service pour pouvoir réaliser sa production. Donc l'offreur de travail, il est concerné par le pouvoir d'achat de son salaire. Ça va être très simple, on va considérer simplement le rapport salarial, qui est le rapport évidemment principal, hein, le plus intéressant et le plus général dans nos économies. Alors la difficulté qu'il y a, lorsqu'on dit ça, c'est très simple, hein, mais la difficulté qu'il y a, c'est que pour calculer, pour avoir une idée du pouvoir d'achat du salaire, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des ménages, il faut disposer d'un terme important qui est le déflateur, c'est-à-dire P. Ce qui est fixé dans les contrats, l'accord se fait sur un salaire nominal. Lorsque vous discutez avec un employeur, vous ne discutez pas avec lui en termes de salaire réel. Vous calculez en termes de salaire réel, c'est-à-dire vous acceptez ou vous refusez de rentrer dans un contrat sur la base d'une évaluation de votre pouvoir d'achat espéré, mais vous ne pouvez pas discuter directement avec lui en termes de salaire réel. Parce que le salaire réel, si vous voulez, c'est une construction, d'abord de l'économiste bien sûr, mais c'est une construction des agents, une construction intellectuelle, où on prête cette construction intellectuelle aux agents, disons, pour comprendre leur comportement, il faut passer par cette idée qu'ils font une évaluation de leur pouvoir d'achat. Et la difficulté, c'est que ce terme P n'est pas connu des contractants ou des partenaires de la convention salariale, que ce soit un contrat individuel, une convention ou un accord salarial. On se met d'accord sur un salaire nominal, pas sur un salaire réel. Pourquoi? Parce qu'il faudrait, pour que ce soit parfaitement cohérent avec, disons, les calculs des agents, discuter en termes de salaire réel. Pourquoi on ne fait pas ça? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas le rythme de progression des prix. Et le salaire nominal va être fixé pendant un certain temps. Il peut évoluer, mais il va être fixé pendant un certain temps. Souvent, on fixe le salaire réel au départ et peut-être son évolution avec une grille de carrière, par exemple. Donc, c'est un point délicat. Alors,
je vais vraiment aller très vite, pour comprendre comment les choses se passent, parce qu'on voit bien quand même que des accords salariaux se signent, effectivement, et que le marché du travail, les relations salariales sont organisées autour de cela. Ce n'est pas un prix spot, ce n'est pas comme sur une bourse ou sur un marché d'un bien. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Ce qui est important, vous voyez, c'est que dans la relation salariale, il y a quelque chose de particulier entre les deux partenaires. En général, c'est un contrat de salaire, ou une convention, ou un accord. Ça peut être même un contrat implicite. Mais il y a une relation particulière. Ce n'est pas comme la relation qu'il y a dans simplement l'achat d'un bien, je ne sais pas, un ustensile de ménage. Et donc c'est le salaire nominal qui est fixé dans ce contrat ou dans cette convention. Et évidemment, chacun a dans la tête une idée de ce que sera l'évolution des prix, mais évidemment sans être sûr de cela. C'est ça le point. Le point, c'est que le contrat est signé sur la base d'une anticipation d'évolution des prix dans la période où le salaire va être fixé. C'est une anticipation. Et aucun des deux partenaires n'a véritablement le contrôle de ce qui va se passer sur les prix. Alors, vous pouvez dire, les entreprises fixent les prix, c'est vrai, mais il y a un partenaire qui est absent de la négociation, c'est le gouvernement. Et le gouvernement, il fait une politique économique qui a des conséquences sur le niveau général des prix. Donc, ces deux partenaires signent un accord dont l'une des clés, l'une des variables importantes n'est pas connue. Elle est anticipée. Et donc, il peut y avoir des erreurs. S'il y a des erreurs, eh bien, l'accord qui a été passé, ex post, apparaîtra comme sous-optimal. Il était optimal au moment de la négociation et de la conclusion de l'accord. Et puis, on voit que l'inflation est plus forte que l'inflation prévue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ménages se retrouvent avec un salaire réel, avec un pouvoir d'achat plus faible que celui qui les a amenés à accepter l'accord, si vous voulez. Donc voilà, c'est ça l'idée. Et pour, disons, traiter cette question même de manière imparfaite, disons, pour corriger un petit peu ce défaut, on a imaginé un mécanisme de révision des salaires qu'on appelle l'indexation. Alors, l'indexation des salaires, là j'ouvre une porte très large et je ne vais pas en dire beaucoup, je vais juste dire que j'ai introduit dans ma spécification que vous voyez ici, implicitement, j'ai introduit l'idée qu'il y a une partie de l'erreur que l'on commet sur le taux d'inflation, lorsqu'on anticipe le taux d'inflation, qui fait l'objet d'une correction. C'est-à-dire, on corrige le salaire lorsque, par exemple, il y a plus d'inflation que prévu. Disons, par exemple, imaginons qu'il y ait, on avait prévu 2% d'inflation et il y a 4% d'inflation. Eh bien, on va, à la fin du contrat, corriger le salaire, augmenter le salaire qui était indiqué dans le contrat par une proportion de l'erreur qu'on a commise sur le taux d'inflation. Par exemple, si θ est égal à 1,5, eh bien, on va augmenter le salaire qui sera effectivement versé à la fin de la période ou corrigé à la fin de la période. Ce sera le salaire prévu dans le contrat plus 1% qui correspond à la correction apportée ex post à cause des erreurs que l'on a commises sur le taux d'inflation. Donc, il faut comprendre cet argument. Je vous l'ai vraiment donné en raccourci, donc vous n'avez pas tous les éléments pour aller au fond des choses. Dans la petite vidéo que vous allez avoir, vous avez une discussion qui est beaucoup plus détaillée, où je précise les arguments, je donne des exemples, etc., etc. Donc, regardez cette vidéo. Et lorsqu'on fait un petit travail analytique que je ne vais pas faire ici,
sur les formules que l'on retient en définitive, si l'on part de l'idée que la quantité de travail offerte par le ménage est une fonction du pouvoir d'achat du salaire et que dans le calcul de ce pouvoir d'achat entre une anticipation sur laquelle il y a des erreurs dont une partie est neutralisée à la fin du contrat, partie θ est neutralisée à la fin du contrat, on aboutit à cette spécification que vous voyez ici en bas de la diapositive, où j'écris tout simplement que, enfin tout simplement, c'est pas si simple que ça, j'écris que la quantité de travail offerte est une fonction de W sur P à la puissance θ. Pourquoi P à la puissance θ? Eh bien ça, c'est une question que je vous pose et que vous devez essayer de retrouver par vous-même. Éventuellement, on regardera ça en TD, parce que c'est un petit calcul. C'est un petit calcul très simple. C'est une petite manipulation algébrique très simple. Donc si vous n'arrivez pas à le retrouver par vous-même, je l'introduirai dans une petite note ou en TD. Donc, voilà les trois éléments. Ici, je dispose des trois éléments, des trois composantes du sous-modèle que j'appelle partie offre de l'économie. À partir de cela, je vais maintenant élaborer un concept, un nouveau concept, qui est un peu équivalent à celui que j'ai discuté la dernière fois, à savoir la notion de demande agrégée. Je vais ici introduire la notion d'offre agrégée. Alors en fait, la diapositive que vous avez ici, la courbe d'offre agrégée, indique de manière très rapide les manipulations qu'il faut faire pour parvenir à l'offre agrégée lorsqu'on dispose des trois éléments que je viens de définir, à savoir la fonction de production, la demande de travail et l'offre de travail telle que je l'ai précisée. Alors, la courbe d'offre, comment on tire la courbe d'offre de ces trois éléments? C'est très simple. On prend ces trois éléments et on élimine deux variables. Ce sont les variables W sur P et N. Quand on fait ça, d'ailleurs, ça veut dire qu'on élimine le marché du travail. Enfin, on élimine au sens mathématique du terme. Il est bien dedans. Il est bien dans notre raisonnement. Il est caché dans notre courbe d'offre. Mais on va le faire disparaître. Enfin, simplement, on va résoudre, comme on dit en mathématiques. Donc, on va éliminer les variables W sur P et N dans les trois relations précédentes. Pour cela, je vous renvoie à un petit exercice qui se trouve dans le premier sujet de TD, où je traite explicitement ce calcul. Donc, je vais aller très vite. Je vous rappelle simplement qu'on tire une relation G de Y. Vous trouverez le détail du calcul dans le TD numéro 1. On tire une relation entre P et Y en posant G de Y comme le rapport de l'offre à la demande de travail et en remplaçant la quantité de travail N par l'inverse de la fonction Y. Autrement dit, on exprime N en fonction de Y en prenant l'inverse de la fonction de production et on insère cette formule dans la fraction, vous voyez le rapport entre les deux fonctions psi et phi. C'est ça ce qu'on fait. Donc on élimine comme cela W sur P et on élimine N en remplaçant N par Y moins 1 de Y. J'ai éliminé deux variables. Et il me reste plus qu'une relation entre Y et P. Cette relation, c'est la relation que vous voyez ici.
on a finalement une relation qui est P à la puissance 1 moins θ égale G de Y, définie comme indiqué ici. Et on peut dire, sans risque de se tromper, que si l'on accepte les hypothèses que j'ai faites sur Y, psi et phi, sur les dérivés de Y, psi et phi, que cette relation entre P et Y, si l'on considère cette relation comme en exprimant P en fonction de Y, cette relation est indiscutablement croissante. Autrement dit, on voit qu'on peut montrer simplement, et nous l'avons fait en TD, que G' est positif, la dérivée de G est positive, et quand on élève à la fonction la P à la puissance 1 moins θ, à condition bien entendu que θ soit inférieur à 1, lorsqu'on élève P à la puissance 1 moins θ, ça ne change rien sur le signe de la dérivée. Donc une transformation monotone croissante, ça ne change pas le signe de la dérivée. Alors, la figure ici indique différents cas. Le plus important, c'est le cas où θ est inférieur à 1. θ, c'est une fraction. Je vous rappelle que c'est la proportion de la correction de l'erreur d'inflation. θ, ça mesure simplement de combien on corrige le salaire lorsqu'il y a une erreur sur l'anticipation de niveau général des prix. Et donc ce θ, qui est une proportion, est comprise entre 0 et 1, entre 0 et 100%. Ça peut être 100%. On peut corriger totalement, ou on peut corriger partiellement. Dans la vidéo que je vous ai annoncée, vous aurez des éléments sur pourquoi c'est pas toujours 100%. Parce que ce serait très simple. Si c'était 100%, eh bien, on en reviendrait à une discussion en termes de salaire réel. Bon, vous verrez ça. Alors, c'est un fait. En tout cas, ce n'est pas 100%. Les corrections ex post du salaire en raison des erreurs sur le taux d'inflation ne sont pas empiriquement complètes. Elles sont incomplètes. C'est une indexation partielle. Et ce cas où θ est compris entre 0 et 1 strictement, θ inférieur à 1, correspond à une courbe d'offre croissante que j'ai ici indiquée dans la figure par une droite. Ce n'est pas vraiment une droite. Elle a c'est une fonction convexe, mais peu importe, c'est juste pour indiquer qu'elle est croissante, cette fonction. D'ailleurs, ça nous rassure et ça va nous confirmer dans l'idée qu'on peut confortablement parler d'offre agrégée, parce qu'une fonction d'offre a la réputation d'être croissante. Si on vous dit il y a une fonction d'offre qui n'est pas croissante, regardez de près, il y a probablement une erreur quelque part. La fonction de demande est décroissante et la fonction d'offre est croissante, et les cas tordus, il y en a, mais il faut vraiment regarder de près avant de dire qu'une fonction d'offre n'est pas croissante. Donc, on va prendre ce cas, qui est macroéconomiquement le seul qui est vraiment plausible, le plus plausible en tout cas. Et ce diagramme PY, ce diagramme de la courbe d'offre, cette représentation de la courbe d'offre que j'ai fait ici pour figurer les différents cas, j'ai quand même mis deux choses. J'ai mis le cas où θ est strictement égal à 1, c'est-à-dire quand l'indexation est parfaite. Et j'ai mis un cas où alors j'ai pas indiqué de valeur de θ, mais j'ai mis un cas où j'ai une droite ici qui nous indique simplement que le prix est donné. Le prix ne bouge pas. Et quand le prix ne bouge pas, vous êtes bien entendu renvoyé au cas précédent, c'est-à-dire c'est le régime de prix fixe. J'ai rappelé ici le régime de prix fixe. D'accord ? Alors le cas où θ est égal à 1, on le voit tout de suite. Lorsque vous avez θ égale 1, ça veut dire que vous élevez P à la puissance 0, ça donne quoi?
Hein, voilà. Donc vous écrivez G de Y égale 1. Et G de Y égale 1, ça vous donne une seule valeur de Y. Donc vous avez ici une courbe d'offre qu'on dit verticale, une courbe d'offre verticale. Le cas général, c'est la courbe d'offre croissante, comme ça. Hein. Et il peut y avoir aussi à considérer, nous allons considérer, puisque nous l'avons déjà envisagé, un cas dans lequel il y a une détermination des prix qui est exogène, c'est-à-dire un mécanisme qui empêche que les prix fluctuent pour équilibrer l'offre et la demande. Et ce mécanisme-là, je vais en dire juste un mot, là aussi, disons une discussion sur les fondements économiques. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme-là? C'est ce qu'on appelle l'inertie nominale. Enfin, ce mécanisme. Comment on explique cela? C'est l'inertie nominale. Qu'est-ce que c'est que l'inertie nominale? C'est le fait que lorsqu'il y a un écart entre l'offre et la demande, les prix ne réagissent pas tout de suite. Et si on prend, évidemment, une période suffisamment courte, on arrive peut-être à un moment où on peut négliger la réaction des prix. Donc peut-être qu'un an, c'est déjà trop long. Il y a des réactions de prix. Ça, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, l'expérience que l'on a, c'est que les prix réagissent effectivement. Lorsqu'il y a des écarts entre l'offre et la demande, ils réagissent, mais ils n'éliminent pas tout de suite, dans la période, le déséquilibre, l'écart entre l'offre et la demande. Il y a donc, si vous voulez, une inertie nominale. Bon, évidemment, dans le cas de ISLM, on fait comme si cette inertie nominale était complète, qu'il n'y avait vraiment pas de réaction des prix. Ça, c'est donc un cas limite, si vous voulez, qu'il faut prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. Enfin, on voit quand même que les prix ne réagissent pas brutalement, qu'ils ne corrigent pas complètement les écarts entre l'offre et la demande, sans quoi, bien entendu, on serait toujours dans le plein emploi, ce qui est manifestement contraire aux évidences empiriques. Voilà, donc je viens d'introduire ici une seconde notion qui est un peu le pendant de la notion de demande agrégée, c'est la courbe d'offre agrégée ou la relation d'offre agrégée. Et donc vous voyez, hein, c'est d'un niveau conceptuel comparable à la demande agrégée. En faisant cela, je fais disparaître, disons, dans ma relation, je ne vois plus qu'est-ce qui est derrière la relation, c'est-à-dire le côté offre de l'économie en détail, c'est-à-dire je ne vois plus que pour faire cela, j'ai dû introduire le marché du travail, j'ai dû introduire des hypothèses sur le marché du travail et sur la technologie. Je tire simplement les conséquences générales macroéconomiques de ces hypothèses en une seule relation. Et évidemment, vous vous attendez à la suite. Je parle de demande agrégée puis d'offre agrégée et je vais maintenant combiner les deux notions en bénéficiant du fait que je suis arrivé à un niveau de conceptualisation qui m'autorise à des raccourcis très importants. Quand on prend des raccourcis, il faut faire aussi très attention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre de manière inconsciente. Je ne peux pas exposer cela au début du cours. Je suis obligé d'arriver doucement à cela. Sans quoi, c'est une abstraction que vous apprendrez par cœur et que vous ne pourrez pas vraiment utiliser de manière raisonnable. Donc, est-ce que cette conceptualisation était un passage obligé? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Alors, je vais vous montrer qu'on aurait pu faire autrement, mais ça aurait été moins bien. Hein, voilà, enfin, disons pour dire les choses de manière un peu simple. On aurait pu faire autrement. Comment on aurait pu faire? Bien, on aurait pu prendre tout simplement les relations IS et LM et rajouter les trois relations du côté offre du modèle. Là, évidemment, il n'y a ni demande agrégée ni offre agrégée. Et vous allez voir l'inconvénient. Hein. Bon,
l'avantage, c'est pas aussi abstrait, donc on a toujours, on reconnaît la courbe IS, la courbe LM, mais est-ce que c'est encore ISLM? C'est pas exactement ISLM, on reconnaît l'offre, l'équilibre sur le marché des biens, on reconnaît l'équilibre sur le marché de la monnaie, on reconnaît chacune des équations que j'ai introduites dans la partie offre du modèle, donc c'est rassurant. C'est pas abstrait, c'est rassurant. On est familier avec cela. Bien alors, en fait, c'est très compliqué de raisonner sur un modèle comme ça, parce qu'il a 5 équations non linéaires, et ça dépasse les capacités intellectuelles de l'économiste moyen, même d'un économiste avancé. Dans le cas où θ est égal à 1, on peut raisonner. On peut raisonner. On peut se satisfaire de cela, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une structure récursive dans ce modèle. Prenez les relations 4 et 5. Ces relations 4 et 5 contiennent uniquement 2 variables lorsque θ est égal à 1. C'est-à-dire, vous avez dans 4 et dans 5, W sur P et W sur P dans 5 aussi. Vous avez 5, si vous posez θ égale 1, 5 s'écrit psi de n moins W sur P égale 0. Vous remarquez que j'ai mis le modèle sous forme canonique ici. Bon, donc on peut très bien éliminer n et W sur P en résolvant ce couple d'équations. Il y a ce qu'on appelle une bloc récursivité. Ces deux équations déterminent n et W sur P, et donc en particulier n. Et par conséquent, lorsque on a n, on peut prendre l'équation 3 et on détermine y. Et ensuite, l'histoire qui suit, vous la connaissez déjà, c'est même pas la peine de la reprendre. Parce que, au fond, il vous reste les 2 premières équations, qui sont l'équilibre sur le marché des biens et l'équilibre sur le marché de la monnaie, sous la condition que y est donné, prédéterminé, là, si vous voulez. D'accord ? Et ça, c'est le régime classique. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que, dans le cas où θ est égal à 1, on retrouve le régime classique. D'ailleurs, ça apparaissait sur le graphique aussi, puisque la courbe verticale m'indique qu'il n'y a qu'une seule valeur de y. Ça ne dépend plus de P. Donc il n'y a pas de relation entre P et Y, c'est juste que Y est déterminé. Donc on retrouve le régime classique. Attention, c'est une notion qui parfois n'est pas très bien comprise, et pourtant qui est très connue des économistes. Les économies dans lesquelles il y a une indexation parfaite obéissent au régime classique. Ça, c'est pas très connu par les étudiants, mais c'est très connu par les économistes. C'est d'ailleurs un peu oublié maintenant parce qu'on est un peu sorti de ça, mais il y a une période où c'était vraiment le b.a.-ba. Alors c'est important parce que effectivement on oublie cette conséquence. Quand on dit on va indexer les salaires, par exemple, on recherche une forte indexation des salaires d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on construit des institutions pour ça, soit parce que je sais pas, il y a des comportements qui vont dans ce sens. Ces comportements, ils vont pousser vers le régime classique. Ils vont pousser le fonctionnement de l'économie vers le régime classique. Donc, ils vont éloigner l'économie, si vous voulez, du régime keynésien. C'est ce que je veux dire. Et dans le cas où θ est inférieur à 1, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les 2 équations 4 et 5, il y a non pas 2 variables, n et w sur p, mais 3 variables. Alors vous pouvez le dire de la manière suivante, n, w sur p et p, ou si vous voulez, n, w et p. Il y a 3 variables. Et vous ne pouvez pas, excusez-moi, résoudre cette partie-là. Vous ne pouvez pas déterminer 3 variables avec 2 équations. Donc ce que vous avez, c'est une relation entre P et N. Ou entre W sur P et N, c'est tout. Ou entre P et W. Il y a quelque chose, il y a une relation. Et en fait, vous avez une relation entre P et N, en fait. Et à ce moment-là,
vous êtes gêné, enfin vous n'avez plus la possibilité de raisonner comme en vous appuyant sur une récursivité. Qu'est-ce que la suite, évidemment, en fait, vous ne pouvez plus raisonner simplement. Pourquoi? Parce que P apparaît aussi dans les trois autres équations, notamment dans l'équation d'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, P apparaît dans l'équilibre sur le marché de la monnaie. Et donc, il y a une interaction dans ce modèle, et vous êtes obligé d'appliquer la méthode générale pour le résoudre. La méthode générale, ça veut dire que vous pouvez toujours résoudre ce modèle, vous pouvez toujours calculer un jacobien, etc., calculer les multiplicateurs. Là, c'est un jacobien 5,5. C'est très décourageant, un jacobien 5,5, parce qu'il faut inverser une matrice 5,5. Voilà. Donc, c'est pas... On peut trouver des choses, mais c'est pas du tout conseillé. Donc, ce que nous venons de faire, ça nous fait beaucoup progresser. Si nous savons raisonner intuitivement sur la base des notions courbe de demande agrégée ou relation de demande agrégée et relation d'offre agrégée, nous allons pouvoir progresser et construire progressivement une intuition sur le fonctionnement macroéconomique du modèle qui génère ce que j'appelle le régime intermédiaire. Ce modèle, je vous le rappelle, il est appelé modèle ASAD dans la tradition macroéconomique. Ça veut dire Aggregate Supply, Aggregate Demand. Ou offre agrégée, demande agrégée. Si vous lisez les manuels français, c'est comme ça. Mais dans les manuels français, on dit souvent ASAD. Alors, je continue. Justement, maintenant, je vais pouvoir dire quelque chose sur l'interaction entre l'offre et la demande et essayer de tirer les implications de ce que je viens de faire et surtout des hypothèses que je viens d'introduire, l'hypothèse cruciale étant qu'il y a maintenant le jeu d'une courbe d'offre agrégée, il y a une relation entre Y et P qui va jouer son rôle. Alors, je vous le rappelle, on a vu que les relations IS et LM, ou plus exactement, c'est une façon raccourcie de parler, les relations d'équilibre sur le marché des biens et d'équilibre sur le marché de la monnaie, déterminent une relation entre Y et P. Autrement dit, on prend les relations IS et LM et on élimine R ou DR et on trouve une relation entre Y et P. C'est ce qu'on a fait pour établir la courbe de demande agrégée. La partie offre du modèle, composée de ces trois équations, lorsqu'on résout cette partie offre, on tombe sur une relation entre Y et P, c'est la courbe d'offre agrégée. Et ces deux courbes, la demande et l'offre agrégée, évidemment, c'est toujours la même chose, ce sont des relations qui sont non linéaires. Il y a deux relations, mais elles sont toutes les deux non linéaires. Et bien entendu, on a déjà vu ça dans le cas de la demande agrégée. Dans le cas de l'offre agrégée, c'est la même chose, un peu plus simple, mais c'est toujours la même chose. On ne peut pas proposer de méthode générale, il n'y a pas de méthode générale pour traiter globalement la résolution non linéaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On linéarise le modèle ou on raisonne sur une forme linéarisée du modèle. Ça revient à étudier le comportement du modèle au voisinage d'un point. Et ici, ça va être au voisinage de l'équilibre, bien entendu. Donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement les courbes d'offre et de demande linéarisées. On a déjà vu cette linéarisation pour la courbe de demande. Je reprends la formule qui apparaissait dans la diapositive sur laquelle je me suis appuyé pour exposer la notion de demande agrégée. Et là, j'ai introduit simplement la linéarisation, une linéarisation, si vous voulez, de la courbe d'offre agrégée. Cette façon d'écrire la courbe d'offre linéarisée, elle est intéressante. J'ai fait apparaître le terme dP sur P, et pas dP.
fait, c'est simplement une façon d'écrire la formule. J'ai fait apparaître dp sur p parce que dp sur p, c'est l'accroissement relatif des prix. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va être un pourcentage, 1%, 2%, 5%. Ça ressemble au taux d'inflation. Attention, ce n'est pas le taux d'inflation. Pourquoi ce n'est pas le taux d'inflation? C'est parce que nous sommes dans un exercice de statistique comparative et on ne peut pas encore parler vraiment d'inflation ou de taux d'inflation ou de phénomène de l'inflation. Le phénomène de l'inflation, c'est quelque chose qui va exiger que l'on introduise un modèle de dynamique de court terme. Là, on est dans un modèle statique. Donc, cette croissance relative des prix ou cette variation relative des prix dp sur p, c'est simplement l'expression en termes relatifs de l'écart qui se produit lorsqu'il y a un choc sur une variable exogène ici, ou un choc sur l'une des relations. C'est la variation relative de prix qui peut être calculée entre un équilibre initial et un équilibre après le choc ou après la politique économique. D'accord? C'est un exercice de statistique comparative. Alors, on peut résoudre les multiplicateurs en résolvant ces deux équations y, qui c'est assez simple d'ailleurs, c'est assez facile. Enfin, dans le cas que j'ai envisagé ici, c'est assez facile parce que j'ai pris une courbe d'offres épurée. Il n'y a pas beaucoup de choses dans ma courbe d'offres, c'est juste pour arriver à la notion d'offre agrégée. C'est très facile de calculer les multiplicateurs. Vous verrez le calcul explicite des multiplicateurs dans l'annexe intitulée « Calcul des multiplicateurs » que je vous recommande de regarder de près. Regarder de près, ça veut dire être capable de retrouver tous les résultats par soi-même. Alors, ce qu'on fait apparaître, en fait, à travers ces multiplicateurs, et ce que je vais résumer un petit peu de manière graphique, le diagramme ici, il est censé représenter les courbes à S à D. Et je vais commenter les conséquences de l'introduction de la courbe d'offre. Nous savons déjà quelles sont les conséquences des politiques économiques de demande, enfin celles que l'on a considérées, c'est-à-dire la variation de G, de M ou de T, et ou, ça peut être un policy mix, sur les variables du modèle et en particulier sur Y, dans les cas que nous avons déjà envisagés, c'est-à-dire le modèle classique et le modèle ISLM. Je vous rappelle qu'une des grandes avancées, c'est la définition de ce qu'on appelle une politique de demande. D'accord ? Eh bien, en fait, on va raisonner là-dessus. On va raisonner à partir de cela. On peut très bien repérer sur ce graphe où sont les deux cas particuliers. C'est-à-dire le cas du modèle classique et le cas du modèle ISLM. Là, j'ai fait apparaître une courbe d'offre telle qu'elle est effectivement. C'est-à-dire, elle a une forme, elle a une convexité, si vous voulez, et elle a une forme globale, si vous voulez, qui est un peu comme ce que j'ai indiqué dans ce graphique. Elle a une partie qui est plate. Ici, elle a une partie qui est plate, vous voyez, qui est horizontale. Ensuite, il y a une relation qui apparaît entre P et Y. Là, il n'y a pas de relation, c'est P constant. Donc, ça veut dire que là, on va retrouver le modèle ISLM. On voit ici qu'il y a une relation, ça croît, et puis, à un certain moment, on atteint, peut-être asymptotiquement, j'en sais rien, mais on atteint une partie dans laquelle la courbe d'offre devient parfaitement verticale. Et je vous ai dit déjà que la partie, si la courbe d'offre est verticale, là on peut ici dire, lorsque on est sur la partie verticale de la courbe d'offre, eh bien on a affaire à un régime classique. C'est une façon d'intégrer, c'est une façon de faire la synthèse des trois possibilités. Donc cette courbe qui a cette allure-là, elle permet de repérer les trois cas. Donc on connaît déjà les résultats de ces deux cas polaires, c'est-à-dire le régime classique et le régime keynésien. Prenons le régime classique d'abord. Le régime classique, il se trouve, vous voyez, quelque part ici. Donc si la fonction de demande, la courbe de demande qui est là, coupe
la courbe AS dans cette région-là, dans la région où elle est parfaitement verticale, et que l'on fasse une stimulation par la demande. Vous savez maintenant ce que c'est, une politique de demande expansionniste. Ça veut dire qu'on modifie M, T et G de manière à ce que la courbe de demande se déplace en haut et à droite. Bien, ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que donc, la courbe AD va se déplacer vers le haut et elle va couper la courbe AS, encore une fois, dans sa partie verticale. On ne quittera plus la partie verticale. Et par conséquent, vous voyez, une politique de demande expansionniste, et là on n'a pas besoin de dire budgétaire, monétaire, AMT, etc., une politique de demande expansionniste n'a aucun effet sur la production. Elle a en revanche des effets sur les prix. Et vous savez quels sont les effets sur les prix. On les a décrits. Ici, on voit l'effet inflationniste. Si la courbe AD coupe la courbe AS à cet endroit-là et qu'on déplace la courbe AD vers le haut et qu'on trouve par exemple que la nouvelle coupe tout à fait au bout la courbe AS, les prix ont augmenté, mais la production est restée inchangée. On retrouve naturellement ce qu'on disait dans le régime classique, c'est pas étonnant, hein, on est dans le régime classique. Imaginons que la courbe AD coupe la courbe AS, que la courbe de demande coupe la courbe d'offre dans la région où cette courbe d'offre est horizontale. On fait une politique de demande expansionniste, ça déplace la courbe AD en haut et à droite. Et bien entendu, si ce déplacement maintient toujours l'économie dans la partie où la courbe d'offre est horizontale, le résultat, c'est qu'il y a une augmentation de la production, mais aucune augmentation des prix. D'accord? Donc, si vous êtes, par exemple, à l'équilibre ici, la courbe AD coupe la courbe AS à cet endroit-là, il y a un déplacement de la courbe qui nous amène un équilibre qui est à cet endroit-là. On a toujours le même niveau de prix, mais la production a augmenté. Bien entendu, dans le cas général, alors on retrouve les résultats du modèle ISLM. Il y a des politiques de demande efficaces en ce sens qu'elles affectent la production réelle, elles ont un effet réel, et il n'y a aucun effet sur les prix. Il n'y a aucun effet sur les prix. Pourquoi? Parce qu'on a pris par définition, par hypothèse, on a pris que les prix étaient fixes. Alors là, il y a un peu plus que ça. C'est-à-dire que en introduisant la courbe d'offre, je comprends aussi mieux ce que signifie le régime de prix fixe, le régime du modèle ISLM. Je comprends un peu mieux ce qu'il signifie. Comments, welcome. Mais si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Au lieu de marmonner. Voilà, soyez vous-même. Exprimez-vous. Alors, je reviens à notre cas général. Le cas général, ou régime intermédiaire, c'est le régime qui apparaît dans, évidemment, le cas de figure que j'ai indiqué sur ce diagramme. La courbe AD coupe la courbe AS, la courbe de demande, coupe la courbe d'offre, dans la partie de la courbe AS qui présente une pente positive, mais pas une pente infinie, donc une pente positive. Et dans ce cas, lorsqu'il y a un déplacement, une politique de demande expansionniste, c'est-à-dire un déplacement de la courbe de demande agrégée en haut et à droite, imaginons qu'on soit au départ à ce point, il y a un déplacement
une nouvelle courbe AD qui arrive ici, eh bien, on a une augmentation de la production, mais aussi une augmentation des prix. Et ça, évidemment, c'est ça nous rassure, alors je ne sais pas si vous êtes totalement rassuré, mais ça nous rassure parce que ça correspond aussi à l'évidence. C'est-à-dire, vous faites des courbes de demande expansionnistes, ça a quand même un effet inflationniste. Le cas où ça n'a pas d'effet inflationniste, c'est quand on est vraiment très bas dans la courbe d'offres, hein, c'est-à-dire dans la partie où elle est parfaitement horizontale. Mais en général, on n'est pas dans cette partie-là, on n'est pas dans ce pur ISLM, si vous voulez, enfin, pur prix fixe. On est quelque part entre les deux. Et la question, évidemment, c'est de savoir où. C'est-à-dire, vous voyez que si on est très bas dans la courbe d'offres, l'effet inflationniste, il sera petit, et donc on a intérêt, sans doute dans beaucoup de cas, à faire de la politique de demande expansionniste. Si on est très proche du régime classique, ben, il faut réfléchir à deux fois, parce que l'ajustement va se faire essentiellement par un mouvement de prix, et il n'y aura pas beaucoup d'effet sur la production réelle. Donc ça nous raconte aussi, ça nous donne des explications possibles de ce que l'on voit. Bon, alors, je vais dire une petite chose, parce que j'ai très peu dit sur les politiques d'offres. Et d'ailleurs, dans mon cours, je vais dire peu de choses sur les politiques d'offres. C'est pas parce que j'aime pas ça, j'aime beaucoup ça, mais bon, c'est un choix. En fait, ce que j'ai dit permet de traiter, c'est en fait la voie ouverte vers les questions qui concernent l'offre. Et je vais vous expliquer, évidemment, je vais vous donner quand même quelques indications, quelques directions. Dans quel cas on examine non pas un déplacement de la courbe AD, la courbe de demande, mais un déplacement de la courbe d'offre. Bien entendu, dans le cas le plus général, il y a un déplacement à la fois de la courbe d'offre et de la courbe de demande. Mais il faut évidemment commencer par un déplacement de chacune de ces courbes, et ensuite, après, on comprend quand il y en a deux qui bougent. D'accord ? Alors, par exemple, le cas simple, c'est le déplacement de la courbe d'offre qui provient d'une innovation technologique, c'est-à-dire, en fait, d'une croissance de la productivité. Je n'ai pas décrit cela dans mon modèle, mais qu'est-ce que ce serait un déplacement de la courbe d'offre lorsqu'il y a un progrès technologique ou une innovation technologique? Qu'est-ce que ça modifie? Ça modifie la fonction de production. D'accord? Donc si vous introduisez dans la fonction de production ce qu'il faut pour décrire l'innovation, c'est-à-dire en fait une partie qui... il faut élaborer un peu plus la fonction de production pour qu'elle ait, pour avoir le moyen de décrire la conséquence d'un progrès technique. Cette hypothèse conduit à un déplacement de la courbe d'offre, forcément, puisque cette courbe d'offre, elle contient des éléments de la fonction de production. Vous avez bien vu ça. Et à quel déplacement on a affaire? Eh bien, alors, bon, encore une fois, je vais vous le dire, mais il faut évidemment le vérifier. Quand il faut le vérifier, il faut faire un petit raisonnement analytique. Mais lorsqu'on a un progrès technique, on dit une expansion de l'offre. La courbe d'offre, que vous voyez ici, se déplace en bas et à droite. Elle se déplace en bas et à droite. Alors, elle se déplace, par exemple, là, elle est ici, et elle pourrait passer dans ce secteur. Donc, vous voyez, l'équilibre se trouverait, par exemple, là où, après une innovation, donc là où je mets mon pointeur. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un progrès, une innovation technologique a deux effets macroéconomiques, un mélange de deux effets. Ça augmente la production et ça diminue le niveau général des prix. Il y a les deux. Les deux sont possibles. En général, c'est les deux combinés. Les deux sont combinés. Vous pouvez aussi essayer de raisonner sur ce qui se passe lorsque on est dans les régimes keynésiens ou dans le régime classique. Je vous laisse raisonner là-dessus. Mais en gros, ce que nous dit ce modèle ASAD, c'est que quand il y a une innovation technologique, un progrès technologique, ça augmente la production et ça baisse les prix à l'équilibre.
Donc un choc exogène qui n'est pas un choc de politique économique. Alors je peux trouver des hypothèses, d'autres hypothèses où il y a une contraction de la courbe d'offre. Eh bien c'est le cas qui a été le plus étudié parce que ce modèle ASAD a eu, disons, son âge d'or, je dirais, son moment de gloire dans une période difficile. Enfin bon, il y a eu d'autres périodes difficiles, mais c'est la période des chocs pétroliers. En fait, on a découvert le modèle ASAD dans la période des chocs pétroliers. Alors, pourquoi? Parce qu'un choc pétrolier a un effet de contraction de l'offre qui serait comme si on avait une innovation négative, une régression technologique. On dit ça souvent. En fait, je ne peux pas développer l'argumentaire qui permet de dire ça. Je vous donne le résultat simplement. En fait, le déplacement qu'on voit lorsqu'il y a un choc de type choc pétrolier, choc pétrolier évidemment, ça affecte la production. Je n'ai pas décrit de quoi simuler un choc pétrolier ici, puisque je n'ai pas l'input énergie. Il faudrait introduire l'input énergie. Donc un facteur de production qui serait l'énergie. Alors, lorsque on a un choc pétrolier, la courbe AS, à demande constante, la courbe AS se déplace en haut et à gauche. On dit qu'il y a contraction de l'offre. Et par exemple, on obtient, ici, vous voyez, un nouvel équilibre. Attention à ce que je dis, c'est relativement important. On obtient un nouvel équilibre. Lorsqu'il y a un choc pétrolier, on obtient un équilibre dans lequel on a moins de production et des prix plus élevés. C'est pas très étonnant. Si je vous avais dit quand il y a un choc pétrolier, il y a moins de production et des prix plus élevés, c'est pas étonnant. Mais ce qu'on avait du mal à comprendre à l'époque, c'est ce qu'on appelle la stagflation. Qu'est-ce que c'est que la stagflation? En fait, c'est ce qu'on vient de décrire. Là, je ne vois pas, parce que je n'ai pas une description explicite du marché du travail, mais vous pouvez très bien le comprendre par un raisonnement simple. Il y a à la fois une augmentation des prix, souvent on dit c'est la répercussion des prix du pétrole, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a une augmentation des prix, mais il y a aussi une augmentation, il y a une diminution de la production, et la diminution de la production, elle a pour conséquence, on pourrait dire mécanique, une augmentation du chômage. C'est ça la stagflation. Donc souvent on dit il y a un dilemme inflation-chômage, c'est inflation ou chômage, et là c'est inflation et chômage, plus d'inflation et plus de chômage. Dans les années, à la fin des années 75, le choc pétrolier, il a surpris parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait à la fois plus d'inflation et plus de chômage. Et pourtant, la réponse est dans le modèle ASAD. Et là, vraiment, il n'y a aucun problème. On comprend 90% des conséquences du choc pétrolier comme ça. Donc maintenant, évidemment, c'est très facile de dire ça. Si vous vous reportez au débat de l'époque, vous apercevez qu'on a fait des erreurs de politique économique parce qu'on a vu une augmentation du chômage et le réflexe, ça a été un réflexe de l'orthodoxie keynésienne, c'est-à-dire il y a plus de chômage, donc il faut faire de la stimulation de la demande. D'accord? Et quand on a fait ça, on a fait encore plus d'inflation et on n'a pas vraiment réduit le chômage. Donc on a déplacé la courbe de demande un petit peu en haut et à droite, mais la courbe d'offre s'était déplacée en même temps en haut et à gauche. Donc il faut combiner les cas et vous arrivez au résultat que vous pouvez, et c'est ce qu'on a observé, alors que vous faites de l'expansion, avoir quand même plus de chômage et plus d'inflation. Ça, c'était très difficile à comprendre à l'époque, même si quelques économistes Sioux avaient parfaitement compris qu'il suffisait de ressortir le diagramme ASAD pour comprendre ça. Et on a fait une énorme erreur de politique économique parce que ça n'a pas du tout résolu le problème macroéconomique qu'on avait résolu. Enfin, on a fait des erreurs avant d'arriver à la solution. D'ailleurs,
on est arrivé à la solution alors qu'il y a eu un contre-choc pétrolier. Donc, si vous voulez, c'est complètement à contre-temps. C'est la difficulté de la politique économique. Hein. Voilà. Donc, ce cas est important parce que c'est le cas qui a, disons, c'est parce qu'il y a eu un choc pétrolier que vous étudiez aujourd'hui le modèle ASAD. Alors qu'il sert à plein d'autres choses. Hein. Mais il est revenu dans les manuels à cause de ça. Et dans la tête des gens qui travaillent dans les ministères. Alors, donc, ensuite, il y a évidemment d'autres cas. Il y a un cas qui est un peu plus compliqué, qui est qu'est-ce qui se passe. Là aussi, c'est un cas qui est un peu étudié, qui est un peu complexe, mais qu'on peut étudier. Qu'est-ce qui se passe lorsque on augmente ou on baisse les cotisations sur les salaires? Ça, c'est très facile d'introduire ça dans ce modèle. Il faut introduire ce qu'on appelle un tax wage, ou un taux de cotisation, un écart salarial ou un taux de cotisation, qui explique une différence entre le salaire qui est supporté par l'entreprise, le coût salarial, et le salaire qui est reçu par les ménages. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ce qu'il y a entre les deux, c'est le prélèvement social. Et là, je ne l'ai pas mis. Mais si je le mets, en fait, c'est très simple, hein, en fait. Il faut modifier un petit peu le modèle. Simplement, on ne peut pas tout faire en même temps et tout de suite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Effectivement, on voit que ce taux de prélèvement, ce taux de cotisation, affecte à la fois la position de la courbe d'offre et la position de la courbe de demande. Il affecte la courbe d'offre parce qu'il modifie les conditions de rentabilité des entreprises, et il affecte la courbe de demande parce qu'il affecte aussi les revenus des ménages. Puisque la cotisation, évidemment, elle touche aussi, enfin bon là il y a toute une discussion, mais une discussion fausse d'ailleurs, mais elle touche évidemment les ménages. Quand on augmente les cotisations sur les salaires, ça réduit la rentabilité des entreprises. Hein, donc elles ont tendance à contracter leur offre. Ça, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, mais tout le monde ne le comprend pas. Mais il y a aussi l'autre conséquence, c'est que lorsque vous augmentez les cotisations sociales, ça réduit, peut-être en partie aussi, c'est le cas, ça réduit les revenus disponibles des ménages. Vous prélevez quelque chose qui se passe entre les entreprises et les ménages. Ça réduit aussi le revenu disponible des ménages. Et donc, il y a à la fois, et si ça réduit le revenu disponible des ménages, c'est un effet sur l'absorption que vous allez avoir. Donc, c'est un déplacement de la courbe de demande.